Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel, une émission très chargée ce jour avec des personnalités très importantes, avec des sujets différents qui vont avoir lieu ce jour. Et le temps de rentrer en contact avec notre premier intervenant n'est que son excellent ancien ambassadeur de Tunisie, c'est Ahmed Ben Mustafa. On vous laisse avec sa très très belle chanson de Lotfi Bouchna. لا مصايب لا محن خذوا المناصب والمكاسب لكن خلوا للوطن خذوا المناصب والمكاسب لكن خلوا للوطن خذوا المناصب والمكاسب ربي خلوا للوطن يا وطن وانت حبيبي. C'est Ahmed Ben Mustafa. Excellence, bonjour et bienvenue à vous et au peuple tunisien. الشعب الأبي الشعب التونسي أهلا وسهلا سي أحمد Ben Mustafa. Merci beaucoup Saïdi. Je vous remercie pour votre aimable attention, votre invitation tout à fait qui me ravit et qui m'honore. Écoute, il y a le je plaisir. suis déjà passé sur vos ondes et cela pour parler de l'ALECA, je me rappelle bien. Justement, oui. Et le sujet d'aujourd'hui, je suppose, est un prolongement en quelque sorte. C'est un prolongement. De ce thème d'importance. C'est un prolongement sûr et certain. Et afin de présenter notre invité à notre auditoire, il s'agit d'un ambassadeur et diplomate retraité depuis 2012, enseignant chercheur en histoire de la diplomatie et des relations internationales. C'est très intéressant comme matière et comme rubrique, hein, donc de recherche, parce que c'est la première fois que j'entends parler. Comme quoi, il y a une branche qui s'appelle l'histoire de la diplomatie et des relations internationales. Spécialiste aussi des dossiers d'ordre stratégique, dont en particulier les rapports Nord-Sud et les relations de partenariat entre les deux rives de la Méditerranée, Maghreb, Union européenne, chroniqueur et analyste politique, auteur de plusieurs articles et études touchant aux évolutions et mutations politiques locales, régionales et internationales, notamment dans la région méditerranéenne, à la suite de la révolution tunisienne et ses répercussions à l'échelle arabe et mondiale. C'est Ahmed Ben Moussa, vous êtes d'après mon constat, vous êtes la personne plus qualifiée pour nous parler de cette actualité diplomatique et politique, notamment la visite de M. le Président Emmanuel Macron en Tunisie, et aussi de décrypter cette visite avec, bien entendu, une première question, si vous le permettez. Si vous pouvez nous faire un état de lieu de cette relation France-Tunisie et quels sont les espoirs que vous avez pu formuler suite à cette visite pour l'avenir de la Tunisie avec la France, mais bien entendu, l'avenir de la Tunisie
avec l'Europe dans un cadre maghrébin. Oui, je vous remercie donc pour donc cette visite s'inscrit en fait dans un contexte bien particulier qui est celui de l'après, si vous voulez, l'après printemps arabe. Ça s'inscrit dans un contexte, si vous voulez, où on avait espéré un renouveau, une vision nouvelle des relations, des rapports Nord-Sud, proposée au départ par nos partenaires occidentaux, dans le cadre d'une nouvelle vision, si vous voulez, stratégique des rapports Nord-Sud, qui faisait valoir une volonté affichée donc de la part du G7 à l'époque. Ça s'est passé très rapidement après la révolution tunisienne, si vous voulez, les révoltes arabes en général, et les répercussions. Donc ça a démarré en Tunisie, ça a eu un impact très rapide. Donc en Afrique du Nord d'abord, et même dans certains pays du Golfe, et même en Europe. Les pays européens ont été un peu pris au dépourvu. Par la suite, ils se sont rapidement donc redéployés en quelque sorte sur le plan diplomatique pour nous proposer ce qu'ils ont appelé un nouveau partenariat pour la démocratie à Deauville en mai 2011. Ce partenariat prétendait donc démarrer sur un concept, sur une nouvelle réalité, laquelle suppose que nos pays, nos peuples, qui se sont révoltés contre les anciens régimes despotiques, partagent désormais les valeurs, donc les valeurs occidentales de liberté, de dignité et d'aspiration à une meilleure vie, une transition économique et démocratique. Et partant de là, faisant le parallèle d'ailleurs avec les pays de l'Europe de l'Est après l'effondrement de l'URSS, les pays occidentaux nous proposent donc cette nouvelle, ils appellent ça, enfin c'était présenté comme ça. En fait, au niveau du contenu, quand on constate que il y a donc un volet politique et un volet économique. Le volet politique prétend favoriser les conditions propices au succès de la transition politique. Comment? Par des aides économiques. Donc ils ont parlé alors là d'un plan Marshall de l'ordre de 80 milliards, c'était à l'époque 80 milliards de dollars, dont 20 milliards prévus pour la Tunisie et l'Égypte, qui étaient alors les deux pays où on avait constaté une sorte de transition pacifique. À partir de là, mais c'était donc ce partenariat, cette offre-là, donc il y avait ce volet donc économique, et il y avait également une promesse de restituer, alors c'était écrit noir sur blanc, de restituer les avoirs volés aux pays concernés. Donc, et il y avait une sorte de reconnaissance de dette de la part des pays occidentaux, en quelque sorte, qu'ils avaient servi de pays d'accueil à la corruption des anciens régimes, et qu'ils allaient restituer ces avoirs volés en reconnaissance, c'était une sorte de reconnaissance de dette. En échange, donc c'était pas gratuit tout cela. En échange, il est spécifiquement donc dit dans le texte que les pays donc qui se prétendent bénéficier de ces aides doivent s'inscrire dans une sorte de continuité des politiques économiques, et notamment l'ouverture sur l'extension du libre-échange avec l'Europe. C'est mentionné noir sur blanc. Donc c'était le souci majeur en quelque sorte. Si on veut décrypter ce pas-là, c'est le souci majeur était d'assurer une continuité des politiques, de s'assurer qu'il n'y aurait aucun changement de cap, aucune révision des politiques économiques et diplomatiques qui sont associées à ces choix économiques. C'est-à-dire ne pas remettre en cause l'accord de 95 sur les échanges de produits industriels et aller de l'avant par la conclusion de l'ALECA.
Seulement, bon, ce qui s'est passé, et il y a un autre volet, c'est dans le cadre de ce qu'on a appelé la continuité de l'État, les pays, donc la Tunisie, était invité, à l'instar de l'Égypte, à payer les dettes de l'ancien régime aussi, donc à assumer les dettes de l'ancien régime. En ce qui concerne la Tunisie, elle a continué, bien entendu, elle a accepté, si vous voulez, le deal, et malheureusement, les pays occidentaux, eux, n'ont pas, il y a eu même des mécanismes de suivi, mais ça, en fait, ça n'a pas marché. Et la Tunisie s'est rapidement donc retrouvée dans une situation de difficulté économique qui nous a automatiquement conduit à de nouveaux plans d'ajustement à partir de 2013 avec le FMI et la Banque mondiale. Et cela a donc gravement hypothéqué les grands équilibres économiques et financiers. Et la Tunisie, depuis, souffre d'une instabilité chronique qui est allée en s'aggravant et surtout que tous les gouvernements successifs n'ont pas remis en cause ces politiques et que nos partenaires occidentaux ont tout fait. Donc là, je souligne même à travers l'Union européenne, à travers les institutions multilatérales, c'est-à-dire le G7, le FMI et donc le G7, le FMI et l'Union européenne, tout a été mis en œuvre pour activer le processus de conclusion de l'ALECA, pour activer également la mise en place d'un nouveau code des investissements beaucoup plus libéral, qui n'a aucune contrainte, c'est-à-dire en symbiose tout cela avec l'esprit de l'ouverture, l'esprit de la mondialisation, en dépit du fait que cette mondialisation était en crise depuis 2007. Donc le tableau, ce qu'il faut souligner, c'est que les pays bénéficiaires, les principaux pays bénéficiaires de cette, si vous voulez, de ce deal, de cet arrangement, sont la France également, surtout la France, et l'Allemagne et l'Italie, qui sont les principaux partenaires de la Tunisie. En quelque sorte, les institutions multilatérales ont servi, je dirais, dès le lendemain de l'indépendance, mais surtout, bien sûr, après la Révolution, de paravent, en quelque sorte, à la France, pour mener une politique qui s'inscrit dans une continuité pour assurer le maintien de la zone Nord-Afrique, c'est-à-dire en tant que Nord-Sud, la rive sud, en tant que zone, en tant que marché et en tant que zone exclusive d'influence à l'échelle. Donc, c'est-à-dire, il ne fallait surtout pas que d'autres puissances puissent se positionner et prendre la place des pays occidentaux dans cette région stratégique. Voilà un peu ce qui s'est passé. Et maintenant, au niveau, nous, en tant que spécialistes de ces questions-là, nous avons entrepris depuis, si vous voulez, depuis 2013, une opération d'évaluation de tout cela. Et nous avons... allô? Oui, je vous entends. Alors, nous avons procédé, la société civile, là, parce que nous constatons que le gouvernement et les autorités ne faisaient rien pour essayer de faire comprendre à nos partenaires que la Tunisie n'était pas en mesure, dans les conditions de précarité économique, de supporter, si vous voulez, une ouverture encore plus grande. Mais donc nous avons, et personnellement, j'ai entamé donc un travail de décryptage sur plusieurs, et je suis revenu aux origines pour essayer de comprendre les origines de cette histoire, de comment on en est arrivé là, et j'ai constaté que cette stratégie mise en œuvre après la Révolution est celle-là même qui a été mise en œuvre après les indépendances pour permettre à la France de maintenir les mêmes rapports à peu près de domination qui étaient ceux de la période coloniale. Excellence, il y a une question qui vient à l'esprit d'une manière automatique. Vous avez parlé comme quoi la France, l'Europe a imposé à travers un certain nombre le plan Marshall, comme vous l'avez dit, l'histoire de la rencontre de Beauvais et d'autres, et imposé sur les Tunisiens. Est-ce que les Tunisiens, je parle gouvernement et je parle des gens qui gouvernent ce pays, je parle pas du peuple, est-ce que les Tunisiens ont deux questions qui se posent. Est-ce que
sont OK, ils sont d'accord par rapport à cette proposition européenne et selon vous, c'est une subordination encore supplémentaire, ou bien ces gens-là, ça les arrange que ça continue comme ça, malgré les déboires pour le peuple tunisien. Oui, là, justement, il y a deux aspects à souligner. Le problème, et ça, ce n'est pas nouveau. Dans nos pays, vous savez, les questions, ce genre de questions que j'appelle personnellement, donc dossiers stratégiques, ne sont pas du domaine, ne relèvent pas un peu, sont ignorés, même par la plupart, si vous voulez, des forces politiques qui se positionnent. Nous avons plus de 200 partis en Tunisie, et les questions de politique internationale ne les intéressent pas. Et quand ils ne les intéressent pas, ou bien ils n'ont pas les spécialistes pour suivre ce genre de questions. En tout cas, ils ne font pas le lien. À mon sens, il faut faire ce lien. Et cela est très important entre ces accords illégaux, injustes, et notre situation économique actuelle. Pourquoi? Parce que quand on nous a imposé, vous savez, je peux revenir un peu en arrière parce que c'est important. Au lendemain de l'indépendance, la Tunisie avait accepté au départ une autonomie interne, simple autonomie interne, sans souveraineté de politique étrangère, sans souveraineté. Donc, par la suite, quand le Maroc a obtenu son indépendance, elle a fait pression pour avoir le même traitement. Seulement, au lendemain des indépendances, la France devait donc négocier le passage des attributs de l'indépendance véritable à la Tunisie, après 56. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils nous ont imposé, ils se sont, pour se dégager, se désengager de ça, ils nous ont imposé des négociations sur un accord de libre-échange qui a été signé, tenez-vous bien, en 69. Oui. Et c'est depuis et en 72, ils nous ont imposé une autre vision, donc libérale, à travers un code des investissements libéral qui prône l'ouverture en direction de ce qu'on appelle les industries offshore. Et depuis, ça n'a pas changé. Donc aujourd'hui, nous faisons le bilan de cette politique qui a été reconduite incessamment, sans cesse, hein, et sans qui n'a été non seulement reconduite, mais qui a été étendue à partir donc des programmes d'ajustement structurel du milieu des années 80. Donc, elle était associée à ce qu'on appelle le consensus donc de Washington. Et toute cette politique, depuis je dirais que la Tunisie, si vous voulez, a depuis 30 ans, c'est-à-dire depuis le premier programme d'ajustement structurel conclu avec le Fonds monétaire international en 86, perdu son indépendance décisionnelle dans la détermination de ses choix politiques et économiques. Et cela s'applique, à mon avis, à presque tous les pays du Maghreb, peut-être moins pour l'Algérie qui a plus d'autonomie financière, mais en ce qui concerne nos pays, je pense que nous avons été traités de la même manière et nous sommes là, justement, nous sommes aujourd'hui en train de faire le bilan de ça. Il faut faire ce bilan-là, donc le bilan de cette politique qui a été reconduite en pire à mon sens, après la Révolution. Justement, Excellence, parce que là, vous avez parlé du Maroc, d'accord? Et vous avez parlé de l'Algérie. Ah oui. L'Algérie, le Maroc et la Tunisie, un petit peu pareil. L'Algérie, elle a un cas spécial avec les accords d'Évian, comme tout le monde le sait. Tout à fait. Donc, il y a un traitement à part. Maintenant, on va parler de la Tunisie et du Maroc. Donc, moi, je fais un petit peu la comparaison par rapport à des choses qui sont produites dans le temps. Alors, on a vu comme quoi le Maroc, ces dernières années, s'est ouvert à d'autres pays qui n'ont rien à voir avec l'Europe. La Chine, l'Inde, et bien sûr avec les déplacements du roi dans différents pays en Afrique. Et cette ouverture montre qu'il y a possibilité de s'ouvrir à d'autres pays et de sortir de cet étau que vous définissez tel que vous l'avez défini entre la Tunisie et l'Europe. Donc, c'est quoi qui a empêché c'est quoi qui a empêché les Tunisiens de s'ouvrir à d'autres pays, notamment en Asie ou bien en Afrique. Et le meilleur exemple, c'est le Maroc qui a eu le même traitement qu'eux. Vous savez, moi je pense, j'ai étudié la question, je pense que la Tunisie
n'est pas un pays exportateur au sens exportateur socio-économique. Suffisamment importante pour faire de ce pays un pays réellement exportateur, parce que nous avons cette dualité économique et là on touche à un aspect très important. C'est ce que j'appelle moi les postulats erronés sur la base desquels sont fondés les accords de libre-échange. Parce que les accords de libre-échange sont fondés sur deux principes. Donc, la réciprocité, et ils ne tiennent aucun compte des écarts de développement. C'est-à-dire, on traite la Tunisie comme un pays industrialisé, qui a des capacités de production très importantes, et parfois parce que, en fait, le libre-échange est basé sur l'idée que les capacités de production, les sociétés concernées par le libre-échange sont généralement des multinationales ou bien des sociétés ayant des capacités de production qui dépassent les frontières du pays. Les capacités d'absorption des marchés locaux. Or, en ce qui concerne la Tunisie, nous avons deux types d'entreprises. Il y a les offshore qui travaillent pour l'exportation par définition et dont la production, en fait, n'est pas une production tunisienne. N'est pas une production tunisienne, mais il y a ici une falsification, si vous voulez, des chiffres. On comptabilise la valeur de ces exportations et je crois qu'on fait la même chose au Maroc. Donc, ces exportations-là offshore pourquoi ce ne sont pas des exportations tunisiennes? Parce que généralement, c'est des composants automobiles qui entrent dans la fabrication d'autres produits finis hors des frontières tunisiennes. En plus, il n'y a pas de retour en devise. L'argent, donc l'entreprise qui réexporte ces produits-là, la Tunisie ne récupère aucun revenu en devise en échange de ces exportations. Donc, il ne s'agit pas d'exportations tunisiennes. Pourtant, elles sont considérées comme telles. Quant aux les exportations véritablement tunisiennes, nous avons très peu d'entreprises capables de se positionner en dehors de la Tunisie. D'autant plus que les programmes d'ajustement structurel, les programmes de privatisation qui nous ont été imposés ont abouti à une désindustrialisation. Nous avons perdu, tenez-vous bien, 250 000 emplois, selon les chiffres officiels. Nous avons subi des ravages à ce niveau-là. Et avec ça, on a persisté à nous considérer et à nous comparer à des pays qui en sont à leur 4e révolution industrielle. Vous vous rendez compte? Il y a un décalage. Alors que nous, il y a un décalage, oui. C'est un non-sens, voyez-vous. C'est ça ce que j'appelle la falsification des réalités économiques et historiques. Et c'est ça où le bas blesse. Le bas blesse, comme vous l'avez dit, excellence, parce qu'il ne faut pas l'oublier non plus. Les Tunisiens sont connus par leur culture. Ce ne sont pas des gens qui ne comprennent pas. Oui, mais le monde entier reconnu la culture tunisienne, reconnu les capacités tunisiennes en Tunisie et à l'étranger. Et en plus, il y a des gens qui... Je vais vous dire des choses hallucinantes sur ça, vraiment hallucinantes. Ce qu'il y a, vous avez bien fait de poser la question, pourquoi les Tunisiens contribuent-ils? Parce qu'il y a des intérêts associés, des intérêts locaux, malheureusement. Vous savez, nous avons ce qu'il y a, c'est le secteur privé tunisien, et même le secteur privé n'est pas développé. Nos hommes d'affaires se positionnent plutôt comme des intermédiaires entre les industriels, les grands industriels européens et l'étranger. Donc, voilà le problème. Et nous, je donne des exemples concrets. Je vous donne des exemples concrets. Moi, j'ai beaucoup écrit sur ça. L'huile d'olive tunisienne. Je prends un exemple. Ça, c'est un produit tunisien, oui, d'accord. Mais ce qui se passe, c'est que la plus-value, c'est-à-dire les activités
qui constitue ce qu'on appelle la chaîne de valeur. La chaîne de valeur, ce sont les activités de valorisation industrielle qui font appel d'ailleurs aux compétences, hein, qui font appel à la recherche-développement, sont malheureusement bradées au profit de l'Italie. Pour ce qui concerne la Tunisie, 90%, vous vous rendez compte? Et quand on examine pourquoi, on trouve que cela est réglementé par la loi tunisienne qui autorise les exportations de vrac, de l'huile d'olive en vrac. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé quand on a privatisé ce secteur? Parce que ce n'était pas privatisé, c'était l'État qui menait le jeu. Alors, les sociétés tunisiennes et mixtes se sont constituées avec l'aval de la loi, c'était sous l'empire de la dictature, et donc des entreprises commerciales qui achètent le vrac en Tunisie. Le vrac en Tunisie, qui est sur le plan technologique d'ailleurs, est le produit de technologie étrangère, donc il faut en plus déduire de l'apport, parce que au niveau de la balance commerciale, parce que tout ça, donc ils réexportent en Italie, et ça continue depuis 60 ans. Donc c'est ça, et c'est l'une des causes aussi de la perte des cerveaux. Excellence, juste pour de la perte des cerveaux. Excellent. C'est ça le drame de la Tunisie. Mais justement, c'est ça qui entre nous, en toute sincérité. Moi, je connais beaucoup de Tunisiens, j'ai beaucoup de contacts avec beaucoup de Tunisiens, je connais beaucoup de compétences sur un niveau très élevé, différents domaines. Et c'est dommage que ces compétences, cette valeur ajoutée, ce capital immatériel de la Tunisie ne soit pas bénéfique pour ce pays. Premièrement, il est petit en géographie. 2, il est énorme en termes stratégiques, en termes de compétences, en termes un élément de stabilité de la rive sud de la Méditerranée. Je ne comprends pas pourquoi les Tunisiens, malgré ces révolutions, ils n'ont pas appris la leçon, comme quoi c'est le moment jamais de s'imposer. Oui, vous avez raison, c'est la conjonction des intérêts étrangers avec les intérêts locaux. Malheureusement, les symboles, tous les représentants, vous savez, l'ancien régime n'a pas disparu avec la chute de Ben Ali. Il y a une différence entre, et au contraire, hein, parce que là, il faut faire le lien avec ce qu'on appelle la transition démocratique en Tunisie, la transition politique, qui a aussi hypothéqué, hein, parce que là, il faut pas, bien sûr, quand nous recevons des visiteurs ici, ils se mettent ils expriment leur admiration pour l'évolution démocratique. Donc, comparé peut-être à d'autres pays, c'est le cas. Nous avons gagné en la liberté d'expression, mais la transition démocratique et politique est gravement hypothéquée par l'échec de la transition économique et par les ingérences étrangères. Parce que le fait que la Tunisie n'ait pas pu reconsidérer les politiques, c'est ça en fait. Parce que je le dis ouvertement et je l'ai écrit. Non, j'ai tout vu à vos excellences par rapport à vos écrits. Le G7, justement les pays, la France et les pays, l'Italie et l'Allemagne surtout, se cachent en quelque sorte derrière le G7, ces entreprises, ces multinationales, pour mettre la Tunisie sous une sorte de tutelle économique. Je le dis ouvertement parce que c'est ma déduction. Excellence. Quand je vois les bilans. Excellence. Il y a je suis forcé de constater après cet échange très fructueux, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a une responsabilité étrangère, une ingérence, comme vous l'avez bien dit, mais aussi il y a une responsabilité locale. Il y a une responsabilité locale. Moi, comme je l'ai dit, comme on a échangé, le critique et l'autocritique, c'est très intéressant. Donc, il y a une responsabilité locale. Et là, je vais le dire en arabe. Et je crois certainement que vous allez bien le comprendre. Vous savez ce qu'on dit en arabe? Allah yaj'al al-ghafla ma bayna al-bay' wa al-shari. Vous comprenez? Allah yaj'al al-ghafla ma bayna al-bay' wa al-shari. On est dans ce cadre-là. C'est la personne concernée, mughfal ou ma fayakh ou ma barish yakhdem. Il veut pas avancer, il veut pas regarder autour de lui. Alors moi je suis vendeur. Je vais pas, voilà. C'est aussi simple. Et justement, c'est ça notre drame, parce que vous savez, nous avons 500 000 Tunisiens binationaux.
Et ces binationaux, nous en sommes à la 3e génération. Bien sûr. Voyez-vous? Oui. Et leur pendant en Tunisie, nous sommes cette 3e génération, c'est la plupart du temps, ce sont des cadres de l'État qui se sont, ou bien ils sont encore cadres de l'État, ou bien des hommes d'affaires qui sont issus parce qu'au départ, seul l'État était acteur économique. C'était tout, hein. Le tourisme en Tunisie, quand il a été privatisé, ce sont d'anciens cadres de l'État qui ont pris en charge ce secteur, etc., etc. Aujourd'hui, donc, ils ont lié leur sort, leurs intérêts à l'Europe. Je dis bien, à l'Europe. Et avec notre dépendance technologique, parce que c'est ça, en fait. Moi, j'ai analysé les choses sous tous ces angles. Le fait est que nous n'avons pas, à la différence des pays émergents, développé nos propres technologies et nos propres gammes de produits intégrés. Ça s'applique aussi au Maroc. Vous savez, le Maroc, ils ont plus, bien sûr, compte tenu de l'ampleur de la dimension géographique, le Maroc a beaucoup plus de capacité de production que la Tunisie, ça c'est certain. Et en plus, au niveau organisationnel, ils ont fait beaucoup de progrès. Donc, je pense que le Maroc et la Tunisie, il n'y a plus de... Mais ils sont dans le même cadre, si vous voulez, stratégique. Ils ont été maintenus dans le même cadre stratégique. C'est-à-dire que maintenant, même au Maroc, les exportations offshore sont considérées comme produits marocains, ce qui est non-sens. En plus, nous n'avons pas, comme je l'ai dit, à l'instar des pays émergents, développé notre propre gamme de produits. Donc, nous n'avons pas, si vous voulez, d'industrie intégrée. Au contraire. Et ça, c'est très important. Avec maintenant la 4e révolution industrielle, où la tendance est à, si vous voulez, se passer un peu de la force de travail de l'être humain, en quelque sorte. Nous sommes dans cette direction-là. Et ici, on continue avec les mêmes méthodes, avec les mêmes politiques. Vous vous rendez compte, nous n'avons jamais évalué la politique d'investissement. Nous avons instauré la liberté d'investissement. La liberté, vous savez, on parle de dette toxique, mais il y a des investissements toxiques aujourd'hui. Des investissements toxiques qui achètent même la dette. Ce que je peux vous proposer, Excellence, si vous l'acceptez bien, on peut continuer cette discussion avec une deuxième participation, mais cette fois-ci sur un plan maghrébin et cette vision vers l'Afrique. Je serais heureux si vous acceptez mon invitation, soit la semaine prochaine, soit l'autre semaine, et pour continuer une discussion, parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est ce qu'on appelle un réel état de lieu de nos pays d'origine. Absolument. Voilà. Absolument. Merci, Excellence. C'est ça que je veux dire. Oui. Je souscris parfaitement. Au contraire, c'est une occasion de dire la vérité. De dire la vérité sans paraître, parce que là, on me reproche souvent d'être trop pessimiste. Moi, je dis, si nous ne basons pas nos politiques, si nous ne révisons pas ces politiques... C'est le réel. Réalité faussée, alors nous ne pourrons pas avancer. Merci, Excellence. Maintenant, il faut passer aussi, il faut donc passer de la simple critique de ces politiques à des propositions concrètes sur les politiques alternatives. Et ça, j'espère qu'on aura d'autres... Certainement. Je vous le promets, je vous appelle et on fixera un rendez-vous pour en parler davantage sur ces pays du Maghreb et leur situation actuelle dans un cadre d'une coopération nord-sud-sud et notamment avec cette ouverture vers l'Afrique. Merci Excellence. et تحية صادقة للشعب التونسي بأكمله. مع السلامة سيدي. مع السلامة. أنا عاجز على الشكر على الفرصة بارك الله فيك. وتحياتي يا سيدي للمستمعين بتاعكم. شكرا. كل الإخوان. شكرا سعادة السفير. المغرب والمغاربيين وعلى كلهم. بارك الله فيكم على الفرصة. شكرا سعادة السفير. مع السلامة سيدي. مع السلامة. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc.
Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive.